Bonjour et bienvenue dans votre émission à la découverte des entrepreneurs, une émission qui a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat et d'encourager les personnes qui veulent se lancer dans le monde des affaires et aussi qui met sur scène la vie professionnelle des entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai reçu pour vous un invité spécial. Avec lui, on parlera de l'entrepreneuriat ainsi que de son secteur d'exploitation qui est la mode. Mais avant de le recevoir, nous allons vous présenter un portrait qui va nous plonger dans l'ambiance de son parcours. Marco Fashion, artiste, styliste, modéliste et congolais à renommée internationale. Dans les œuvres, on l'entend parler d'elle-même. Mais puisqu'elles n'ont pas tout dit d'elle et de l'air ouvrier, nous nous faisons ses devoirs à travers cette vidéo. Fruit de la vie conjugale de M. André Ayimba, qui a déjà rejoint le sein, et Mme Catherine Bombo Malikuka en vie. Congolais de père et de mère, Marco Ayimba est né à Kinshasa le 8e jour du mois de septembre 1982. Il fêtera donc son 41e anniversaire en septembre 2023. C'est dans la commune de la Gombe, à Kinshasa, que l'artiste en devenir a passé la majeure partie de sa vie de famille, avant que la vie lui présente ses autres facettes. L'idée d'étudier la mode n'étant pas bien aperçue par ses parents, qui ne voyaient en lui qu'un futur tailleur. Le jeune Marco est obligé de faire les études en communication pour faire plaisir à ses parents, qui les voulaient plutôt cadre dans une entreprise de haut format. Jusque-là, seul l'esprit de la liberté fut la motivation du jeune Ayimba, de pouvoir s'appliquer comme il s'est dévé, jusqu'à obtenir un diplôme universitaire à l'Institut facultaire des sciences et de l'information et de la communication, IFASIC. Après avoir tenté sans intérêt capital la décoration intérieure à l'Académie des Beaux-Arts, sa première aubaine fut son horaire de cours, 3 fois la semaine avec intervalle d'une journée. Cela permettait à ces ivres de la mode de pouvoir suivre les autres formations à côté, mais en coulisses. Au sorti de l'université, il a double potentiel. L'excellent communicant est un modéliste de taille. Voilà le départ de celui qui deviendra Marco Fashion. Les débuts de Marco Fashion ne furent pas faciles du tout. Sa première pesanteur reste sa famille. Cette dernière est surprise de voir le jeune détenteur d'un diplôme en communication se munir d'une machine à coudre, ce qui n'avait rien à voir avec ses études faites. Opposition sur répression contre sa personne, Marco croit enfin qu'il avait des parents les plus méchants du monde. Il a décidé alors de fréquenter les ateliers de ses amis pour améliorer sa connaissance en mode et en maîtriser les langages. Voilà un décollage mystérieux qui a fini par un atterrissage intéressant. Lorsque les opposants d'hier deviennent partie prenante d'aujourd'hui en aimant visiblement et en soutenant les œuvres de cet artiste de renommée internationale, Marco Fashion. De peine aux gloires, les parcours n'étaient pas longs pour Marco, même si la première gloire est toujours celle à laquelle on s'attend le moins. Pour avoir participé à un événement Miss Mode International qui a connu la participation de plus de 134 pays, Marco Fashion a reçu sa première médaille en bronze comme habilleur d'une candidate des nationalités congolaises en Autriche en 2018, alors que la candidate de la République démocratique du Congo qui l'avait habillée lui était méconnue jusqu'à la fin de la compétition. Toute la collaboration s'est faite à distance. Au cours de cette compétition, Marco Fashion a valorisé la tenue communément appelée Kizoba-Zoba, qui consiste à mélanger le parti des pannes de plusieurs motifs pour en faire un seul habit. Cette fois-là, une robe. 3e sur 134 avec médaille de bronze, c'est quelque chose. Il faut reconnaître qu'en plus de 10 années de prestations en tant que styliste et modéliste, Marco Ayimba a gagné plusieurs prix qui ont fait de lui une référence dans son domaine en République démocratique du Congo. Meilleur styliste, meilleur créateur, meilleur. La liste est exhaustive. Marco Fashion, ainsi donc on l'appelle. Il faut rappeler que c'est un nom acquis il y a plus de 7 ans passés, au cours de la réalisation d'une télé-réalité pour le
compte de Miss Vodacom que le maître des cérémonies français de nationalité qui s'est fait le plaisir d'inviter devant le public un Marco Fashion qui était Marco Aimba. Et depuis lors, Fashion remplace Aimba. Marco Fashion, ainsi on aime l'appeler parce qu'il est aussi fashion. Avec et grâce à ses métiers, Marco Fashion a fait les tours du monde. Il n'y a pas un pays où l'on parle de la mode et que Marco n'ait pas visité, dont certains commencent même à remettre en doute sa nationalité congolaise, dont lui-même en est très fier et jaloux. Malgré tout, Marco ne se sent pas encore profondément utile pour son pays, la République démocratique du Congo. Pour y parvenir, il se caresse les rêves de mettre en place une grande école de la mode qui aura des succursales partout dans le pays et qui prendra en charge toute catégorie de personnes voulant faire la mode et améliorer leur savoir-faire dans ces domaines. Dieu voulant, un partenaire de taille pourrait mordre au projet, sinon le tas congolais. Jusque-là, Marco Fashion est professionnellement parrain de plusieurs petits Marco Fashion dans la mode et il en est fier. Il reconnaît tout de même ceux qui l'ont inspiré en la matière, en l'occurrence Noëlla Mbunzamabe avec son griffe Moseka, mais aussi Marie Ombadjunga, qui a fait de lui un entrepreneur dans le monde de la mode. Et très bientôt, Marco Fashion sera sur scène avec plusieurs stylistes et modélistes de la République démocratique du Congo, à l'occasion d'un événement de mode appelé Diva Fashion Show, qui est un événement à caractère caricatif. Voilà donc un bref aperçu sur la vie et carrière des Marco Fashion. Bonjour Marco. Bonjour Camille. Comment ça va? Oui, très bien. Très bien habillé. Merci. Marco, nous venons de vous découvrir à travers ces portraits et un beau parcours encourageant. Mais comment définis-tu un entrepreneur? Alors, je pense qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait prendre en charge d'abord en premier temps. Et ensuite, je pense que c'est quelqu'un qui crée son propre emploi. Donc, quelqu'un qui crée son entreprise et autour de son entreprise, il réunit des gens qui aussi, ces gens-là, peuvent un jour voler sur leurs propres ailes et devenir aussi entrepreneur. Je pense qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est d'abord ouvert, quelqu'un qui travaille ouvertement avec les gens qui l'entourent. Mais est-ce que c'est seulement une personne qui crée de l'emploi ou qui subvient aussi aux besoins quelconques? Exactement ce que j'ai dit. En créant cet emploi, tu as de gens autour de toi. Donc ça veut dire que sur ces gens qui t'entourent, tu leur donnes quelque chose. Tu mets quelque chose dans leur tête. Tu fais comprendre à ces gens-là que tôt ou tard, ils peuvent devenir grands. Tôt ou tard, ces gens-là, ils peuvent faire quelque chose aussi. Il y a des gens qui disent « Ah, par exemple, moi, je veux devenir comme un tel. » Et comment il a envie de devenir comme telle personne, mais il ne sait pas comment y arriver. Et donc, je pense que nous autres qui avons fait des efforts d'arriver à ce point, nous avons fait des efforts d'être entrepreneurs déjà, et nous sommes là pour nous encadrer en fait, pour le donner ce que nous on a et essayer de le booster, de le décomplexer et de devenir un jour aussi entrepreneur. Tu es un entrepreneur qui entreprend dans la mode, mais qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre et qu'est-ce qui t'a poussé aussi à entreprendre dans le secteur de la mode? La mode, déjà au départ, c'est une passion. Et après, je me suis dit que la mode, c'est un domaine qui est très, très important dans notre vie. En fait, ça doit trouver une bonne place dans nos vies parce que sans la mode, on n'est rien. C'est d'après moi parce que nul ne peut sortir de chez lui s'il ne sort pas. En fait, il rentre pas dans la mode d'une manière ou d'une autre. Donc, ça veut dire que tout le monde, avant d'aller à son bureau, avant d'aller à l'école, avant d'aller quelque part, c'est le vêtement sur lui. Et après, je me suis dit, bah, tiens, ça pourrait être vraiment
un domaine très bien pour encore exploiter au lieu que je me limite. Donc, si je comprends ce que tu veux dire, la mode prend une grande place dans la vie d'un être humain. Oui, et là, non seulement dans la vie d'un être humain, je pense que même dans notre culture, dans la culture d'un pays, et même, s'il faut aller plus loin, il faut parler même de la... dans un pays, en fait, la mode peut amener... vendre l'image d'une nation ou soit... Oui, ça peut vendre l'image d'une nation par rapport à un style vestimentaire que chaque pays donne. En fait, chaque pays donne une image vestimentaire. Et je voulais dire l'industrie, en fait. Une fois, il y a une industrie de la mode dans notre pays, je pense que on aura... Est-ce que... Bon, fini. Oui, je pense qu'on n'aura pas... je pense que la mode, vraiment, va faire son rage, quoi. Ça veut dire que ça va bouger tout le secteur. Donc, ça va bouger l'économie, ça va bouger oui, l'économie. Donc, quand je dis l'économie, c'est en général tout ce qui va avec l'économie. Et qu'est-ce qui fait en sorte que dans notre pays, qu'il ne puisse pas exister une industrie de la mode? Mais justement, c'est ça. Si l'industrie de la mode n'existe pas chez nous, c'est déjà parce que la mode ne trouve pas cette place-là qu'il faut. Et là, c'est en ce moment-là que moi, personnellement, j'accuse le gouvernement, j'accuse mon pays parce que c'est les gouvernements qui devraient rentrer dans notre secteur, approcher les gens de la mode, connaître nos difficultés et créer une industrie. Par contre, nous, on est obligés d'aller tout le temps ailleurs pour se ravitailler, alors que dans les autres pays d'Afrique, par exemple les Nigériens, ils n'ont même pas besoin d'aller à l'extérieur pour se procurer tout ce qu'ils ont besoin pour la mode. Et aujourd'hui, s'il faut parler aussi de Nigeria, si tout monte, c'est grâce à la mode. Et même la musique, si ça monte, c'est parce qu'il y a la mode qui a trouvé une bonne place. La France aujourd'hui, c'est le Fashion Week. Aujourd'hui, tu accuses le gouvernement de ne pas mettre la main dans la mode. Yes. Mais est-ce que vous, le modéliste, vous faites des œuvres qui peuvent pousser le gouvernement ou qui peuvent pousser le gouvernement à mettre la main dans ces secteurs-là? Mais si aujourd'hui je parle comme ça pour la télé, parce qu'on nous a déjà fait, il y a beaucoup d'exemples. Si même dans nos événements de mode, le gouvernement reçoit des invitations, mais ils ne savent même pas venir. Si dans nos conférences, ils ne viennent pas, comment voulez-vous qu'ils entrent en contact direct avec nous et savoir nos besoins? On a fait des mémos l'année passée, on a fait même une descente au ministère de la Culture et des Arts le jour au mois d'août, parce que le 21 août, c'est la journée internationale de la mode. On le fait chaque fois. Mais toujours pas de retour. Mais attends, je pense que... Et puis on ne se fatigue pas de chaque fois en parler, même à la télé. Et je me pose la question, est-ce que ce monde-là, ce genre-là a qui des droits? Est-ce qu'ils suivent quand même nos messages? Est-ce qu'ils suivent quand même la télé? Est-ce que le message que nous lançons, ça arrive quand même, ça tombe quand même sur leurs oreilles? Ça, c'est une question. Ça fait combien de temps que tu es dans ce secteur? Plus de 12 ans. Et est-ce qu'en République démocratique du Congo, nous avons un taux de croissance élevé de l'entrepreneuriat? Enfin, des entrepreneurs. Je pense oui. Oui, quand même. Est-ce que nous avons une jeunesse assez consciente, et créative yes, je pense que pour oui. s'autoprendre en charge? Je pense que oui, la jeunesse devient de plus en plus très conscient même, mais c'est seulement que ça manque l'encadrement. Ils ont vraiment besoin encore d'être bien encadrés et accompagnés. Et nous-mêmes qui sommes des gens dans l'entrepreneuriat, des fois nous avons des difficultés. Donc ça veut dire que tu te limites de quelque part, tu vois qu'il y a un souci avec cette jeunesse, tu vois qu'il y a de jeunes qui entreprennent, tu vois que de jeunes qui créent, mais tu te dis comment je veux arriver
à aider celui-là parce que moi-même, je suis peut-être bloqué quelque part. Donc, je vais dire que le jeune, en tout cas, en fait, ils sont maintenant ouverts d'esprit et ils ont vraiment cette envie-là d'entreprendre et de devenir entrepreneur. Et est-ce que, enfin, c'est quoi le remède qu'il faut mettre en place pour essayer de promouvoir? Je reviendrai encore au gouvernement. Je reviendrai encore au gouvernement. En fait, je pense qu'une fois le gouvernement se met en contact avec l'extérieur, avec l'extérieur, il nous fait venir comment on les appelle? Des investisseurs. Des investisseurs, voilà, merci. Et c'est en ce moment-là que je pense, en fait, c'est ça le grand remède. C'est vraiment ça le grand remède, parce que c'est ça qui bloque. C'est ça qui bloque, c'est ce qui fait que les entrepreneurs aujourd'hui, ils n'arrivent pas là où ils pensent. Est-ce qu'il y a des désavantages d'être entrepreneur? Des désavantages. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Parce qu'à un moment, il faut voler sur tes propres ailes. Il faut te ressourcer toi-même. Il faut faire des choses avec ton fonds, ton propre fonds. Alors que c'est vrai que ces propres fonds-là, comme nous dans la mode, c'est pas comme à l'extérieur, quoi. La mode est un peu limitée. Les gens déjà ne veulent pas consommer congolais. Et quelquefois, les gens ils ne comprennent pas le message. Quand nous on parle de consommer congolais, ils pensent peut-être qu'il faut que tout le monde s'habille en pagne ou tout le monde s'habille en wax. Or, c'est vraiment pas ça. Quand on parle de consommer congolais, ça veut dire que consommons nous-mêmes. C'est-à-dire, on peut porter du prêt-à-porter, mais fait par nous. Mais est-ce que la qualité est bonne? Si par exemple, je ne sais pas si je sais pas si ma chemise elle est moche. Non, je ne parle pas de toi. Oui, mais je commence par là parce que non, si tu penses que cette qualité elle est bonne, ça veut dire que je ne parle pas de ce que toi t'as porté. Là, tu viens de dire consommons congolais. Yeah. Tu vois? Qui veut dire vous inciter le Congolais à consommer leurs propres produits. Yes. Mais est-ce que c'est de la qualité? Parce que, par exemple, mais pourquoi c'est pas de la qualité, justement? S'il te plaît, okay, on y va. Tu me proposes un produit qui est fait ici au Congo et un produit, par exemple, qui est fait à l'étranger. Hein? Je veux voir la qualité. Je veux essayer de voir. Tout à l'heure, on a parlé de la création d'industrie. Exemple, je prends toujours dans mon domaine de la mode. On n'a pas d'industrie de la mode. Je veux multiplier cette chemise, par exemple, fois 100. Je vais couper avec la main. Je vais aller sur des machines normales. Je ne vais pas aller sur des industries et tout pour avoir un résultat intact, impeccable. Ça veut dire que je fais avec le moyen de bord. Je pense que le message est passé. Si je ne me suis pas fait comprendre, je veux revenir encore. Cette chemise, je veux la multiplier fois 100, mais l'industrie, je n'ai pas l'industrie. Il faut seulement que j'envoie ailleurs, alors que je dois livrer ça peut-être dans 3 semaines. Qu'est-ce que je vais faire? Je fais avec le main. Et qu'est-ce que je fais? Je fais avec le moyen de bord. Et après, il y a des fils qui pendent, il y a de ratés. C'est parce que je n'ai pas pu aller à l'industrie et les multiplier comme je veux. Alors, la même chose que quand on parle de produits locaux, par exemple le boîte, etc., c'est parce que aussi ils souffrent de la même chose. Alors, il ne faut pas condamner les Congolais de ne pas consommer des produits congolais parce que ce n'est pas fait aux normes. Ils n'ont pas compris. Parce que c'est ce que tu viens de dire. Quand j'ai fait à la main, quand j'ai fait un truc à la main, il y a des fils qui pendulent. Voilà. Donc, qui veut dire déjà que ce n'est pas fait aux normes. Non, mais alors pourquoi je veux consommer ce qui n'est pas bien fait? Justement, il faut. Personnellement, je pense que je vais commencer par là et je peux peut-être poser la question. Vous êtes là. En fait, je pense que je suis vraiment dans un endroit où il faut que j'explique cette chose. Exactement. Et si la télé est là, et si la télé aussi nous accompagne de temps à autre, si on vient de temps en temps avec nos soucis, je pense que l'État là que je suis en train d'accuser chaque fois, ils peuvent
peut-être écouter. Mais il y a une part de responsabilité aussi. Oui. Vous avez votre part de responsabilité. Exactement. Et le gouvernement aussi. Exactement. Je reviens à dire encore qu'on a fait des mémos, on a fait des descentes, on a fait des marches. Mais après, il n'y a toujours pas de retour. Je ne sais pas si on ne va pas se fatiguer aussi, c'est vrai. On va continuer, mais quand même, une fois qu'il y a quand même un retour, vous allez vous dire que, ah, au moins, on n'a pas fait ça pour rien. Est-il vrai que l'entrepreneuriat est l'une des grandes clés du développement d'une nation? Oui. Alors, oui. Parce que quand il y a plus il y a des entrepreneurs, et je pense plus on a, plus il y a moins de soucis, plus les gens deviennent, les gens s'occupent dans quelque chose. Parce que je pense que, comme je disais, le fait d'avoir des investisseurs et nous les entrepreneurs, on a moins de soucis parce qu'on est en contact avec de bonnes personnes, on est en contact avec des gens avec qui il faut faire des échanges et des gens qui vont nous booster pour que nous, à notre tour, on puisse booster aussi ceux-là que nous, qui sont derrière nous. Voilà. Est-ce que selon toi, étant entrepreneur, est-ce que c'est important d'inclure l'entrepreneuriat dans notre système éducatif? Évidemment, parce que, en fait, en tout cas, oui, parce que il y a un problème d'abord chez nous, je ne sais pas si c'est en Afrique ou au Congo, c'est ce problème d'éducation-là. Nous ne veillons pas aux enfants. En fait, les parents, ils ne font vraiment pas trop attention à leurs enfants. Ils ne regardent pas qu'est-ce que son enfant... parce qu'en fait, on envoie tous les enfants à l'école pour devenir plus... Les parents voient seulement son fils médecin, ingénieur, journaliste, avocat et autres. Ils ne voient pas son fils devenir cordonnier. Ils ne voient pas son fils devenir mécanicien, en tout cas moi. Ils ne voient pas son fils devenir charpentier. Mais c'est tout à fait normal parce que dans notre pays, ce n'est pas un travail noble, ça, on doit se dire vrai. Qui peut mettre au monde et voir son fils ou sa fille coordonnée dans ces pays? Qui? Mais c'est quoi un travail noble? Pourquoi les gens veulent se chausser si ce travail-là n'était pas noble? J'ai dit par rapport à ce qu'on voit dans la cité. Je n'ai pas dit non plus. J'ai dit par rapport à ce qu'on voit dans la cité. Je n'attaque pas, c'est comme ça que je pose la question. En quoi ce travail-là ne peut pas être noble? Cite-moi, s'il te plaît. Et c'est là encore, je reviendrai au gouvernement. Ces cordonniers-là, ils sont à cet état-là, ils sont comme ça parce que nous, les entrepreneurs aussi, peut-être on manque de quoi les aider pour le relever. Parce que s'ils le font à ce niveau, à ce stade, c'est parce que on ne fait pas attention aux cordonniers. C'est parce qu'on pense qu'ils sont de moins que rien. C'est parce qu'on pense que, ah, lui, c'est un cordonnier, qu'est-ce que je vais faire? Mais on veut tous se chausser. Est-ce que ces cordonniers-là donnent de la valeur à ce qu'il fait aussi? C'est ça, en fait. Mais justement, c'est par là je reviens encore à te dire que tout le monde a sa part de responsabilité. Mais tu penses que ce cordonnier-là, il balaye même pas son angle là où il travaille? Tu penses qu'il n'y a même pas de l'eau pour éviter le poussière? S'il te plaît, tu vis dans ces pays, tu marches sur les artères de la ville de Kinshasa, nous tous on voit le cordonnier. Même, c'est pas dans le mauvais sens, même l'accoutrement, l'aspect physique. Je m'arrête là. Voilà, je m'arrête là. Si tu veux qu'on te donne de la valeur, donne-toi de la valeur. Tu veux qu'on te respecte, respecte-toi. Et c'est compliqué avec nous Congolais parce que si tu te donnes de la valeur, ils vont encore à l'encontre. Qu'est-ce qui se passe avec moi par exemple? Je veux livrer des vêtements chez une dame qui était avec ses copines. Écoute ses copines. Il présente, ah voilà, c'est mon styliste, c'est mon couturier et tout. Si vous avez des vêtements, vous pouvez les donner. Eh, d'ailleurs, non, oui, à français, boy. Eh, attends. Déjà, ça veut dire qu'il ne voulait pas que je sois en France, je parle français. Complexé, il ne voulait pas déjà. Eh, d'ailleurs, non, oui, à français. Eh, d'ailleurs, non, on dit là, tu sais que d'ailleurs, ça caca cher. Attends. D'abord, ça veut dire que pour lui, il fallait que je ne sois pas bien habillé, il ne fallait pas que je parle français. Français, c'est une langue comme toute autre langue. Donc, pour ces moments-là, il voyait quelqu'un,
pas propre, pas bien habillé, pas intellectuel par exemple, et c'est ça. Or, pour donner de la valeur, comme tu viens de le dire, ben, je me dis, il faut que je sois propre. Je me dis, je dois m'exprimer à la langue que je pense que je dois être plus à l'aise. Et voilà. Mais après, ça devient compliqué pour certaines personnes. C'est la même chose que le jour où on verra ce tailleur, ce cordonnier-là très propre. Après, les gens diront que, cordonnier m'a propre, est-ce que ça la remonte à la main bien? Bah, décidément, nous-mêmes, deux fois, on se passe qu'on veut. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce cordonnier-là, ils n'ont pas envie d'être sales aussi. Je pense que même, on commence à voir de gens qui vendent tout au long de macadam, de boulevard, qui sont bien habillés maintenant, qui sont propres, bien qu'ils sont des vendeurs ambulants, mais qui sont propres aujourd'hui et tout. Mais après, il y a d'autres qui disent, nous tout le monde a la veste chaque fois. Et mon côté, comment il y a un déni. Mais attends, vous voulez maintenant qu'il soit propre ou vous voulez qu'il soit sale? Donc ça veut dire que si nous-mêmes, de fois, on s'en prie, nous ne savons pas ce que nous voulons. Mais moi, je pense que ces cordonniers-là, ils sont à ce stade parce que seulement ils n'ont pas de moyens. Parce que seulement nous ne faisons pas attention à ce qu'eux font. Parce que seulement on ne veut pas leur donner de la valeur. Tu vas faire un travail qui te demande 2000 francs et toi tu vas te dire que ils ont 1000 francs. C'est-à-dire que déjà pour toi, c'est rien. Or, tu ne pouvais pas faire ça chez toi à la maison. Déjà, ça, c'est pas valoriser le travail de quelqu'un. Parce que si tu veux qu'il soit propre, si tu vois qu'il quitte cet angle-là, il faudrait l'aider. Et tu ne vas pas l'aider en passant comme ça, tu lui laisses l'argent. Quand tu fais un travail, personnellement, on te demande 2000, tu te dis, mais est-ce que PC au 3000. Mais est-ce que c'est au client de fixer le prix ou bien c'est à la personne? Mais tu sais Monsieur, tu sais pas qu'aujourd'hui le responsable de l'entreprise qui tu sais pas que c'est Hakim, ce n'est pas dire au Congo, c'est le client qui vient avec son prix. Pourquoi? Parce que tu viens, tu lui donnes un prix, il va te dire et pas il y a un tel coût à Sengakinga Boé. Mais attends, il t'a demandé peut-être 1000 francs. Moi j'ai demandé 2000. Mais je ne vois pas pourquoi tu es venu chez moi parce que tu savais que moi je vais demander 2000. Ou parce que j'ai demandé 2000. Ne me dis pas que l'autre avait demandé 1000. Dis seulement, ok, merci, je veux voir ailleurs parce que je n'avais pas 2000. Parce qu'aujourd'hui, quand tu donnes ton prix, et c'est la personne qui t'est... Il y a même qui t'a dit, oh, écoutez, Zaka qui est là-bas simple, boy. Devant les clients, il t'a dit, Zaka qui est là-bas simple. Mais pourquoi aux autres, c'est la priwana? Mais tu ne sais pas faire ça. C'est simple, mais tu ne peux pas faire ça. Et moi, pour être... C'est ton énergie. Avec tout ça. Ton savoir-faire que tu es. Exactement. Et moi, j'ai toujours dit aux gens, c'est pas que tu m'amènes un tissu, je me mets à couper directement comme font les autres. Je dis, tu m'amènes un tissu, je dois étudier les tissus. Et d'ailleurs, si tu m'amènes un modèle avec un tissu, je dois étudier ça avant de couper. Et je peux même te dire que madame, ça va pas marcher. Les motifs qu'il y a sur ce wax, et puis le modèle, ça marche pas. Soit il faut trouver un autre modèle, ou soit il faut trouver un autre panne pour réaliser. Ou carrément, je t'ai dit, laisse-moi proposer un modèle. Et qu'est-ce que Marco Fashion a ramené comme particularité et comme solution dans le quotidien de la population congolaise? Parce que être entrepreneur, c'est pas seulement de créer l'emploi, mais de ramener aussi des solutions et de satisfaire des besoins. Okay. Et qu'est-ce que Marco Fashion a ramené comme solution et particularité? Je pense vraiment que la première solution que je ramenais, surtout pour les femmes, c'est un contact aller vers les clients. En fait, moi, je vais vers des clients. Je vais vers ces femmes-là qui n'ont pas le temps parce qu'aujourd'hui, il y en a un qui rentre à son bureau à 8 h et il sort à 18 h. C'est-à-dire que tout ce monde-là, ils n'ont pas le temps de fréquenter ou d'aller chez les couturiers ou d'aller chez les tailleurs. Alors, j'avais créé cette livraison à domicile, ces contacts avec les clients. Je vais partout où les clients m'appellent. Je prends les mesures, je discute, je me mets d'accord sur le modèle et après, je vais livrer. Et je pense que c'est une solution parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui me disent « Ah Marco,
tu m'aides beaucoup vraiment parce que je finis les boulots tard et il faut que je m'occupe de ma famille. Je n'ai pas le temps d'aller, de suivre encore derrière en fait le couturier. Et voilà que tu le fais correctement. Je pense que je fais ça quand même bien parce que jusque-là, je n'ai pas encore de clients qui sont déçus. C'est vrai qu'il y a de petits soucis, mais je pense que c'est vraiment une contribution super importante. En parlant de femmes, que penses-tu de l'entrepreneuriat féminine aujourd'hui qui commence à se faire démarquer et s'imposer petit à petit dans la société? Ben, je pense que c'est normal. Je trouve que c'est bien bon. Moi, je les encourage même parce qu'aujourd'hui, on parle de l'égalité entre hommes et femmes. Et pourquoi ne pas aussi donner la chance aux femmes d'être entrepreneurs? Et j'ai remarqué même que les femmes aujourd'hui entrepreneurs ils évoluent très bien et ils avancent très bien et ils arrivent aussi à travailler ou à donner de l'espoir aux autres femmes pour devenir entrepreneurs. Alors que je me dis, l'entrepreneuriat au féminin, j'encourage, je fais comme ça. Et qu'est-ce que vos entreprises font? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'est dit entrepreneur, tout le monde veut être entrepreneur. Et qu'est-ce que vos entreprises ou vos structures amènent aussi comme développement dans notre pays? Alors, je pense que ramener comme développement, c'est d'abord dans mon secteur, je pense que ramener un plus dans le développement, on les fait parce que personnellement, c'est comme je disais, que l'égalité entre femmes, hommes et femmes existe aujourd'hui, et j'encadre les femmes ou les jeunes filles qui sortent des universités de la mode et qui veulent devenir créateurs de mode ou qui veulent suivre en fait mes pas. Je pense que je les encadre et je le mets sur leur route ou sur le secteur de la mode. Voilà. Marco, nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Comme je l'ai dit, que notre émission est une émission qui met sur scène la vie professionnelle des entrepreneurs. Et nous allons suivre la vie professionnelle de notre entrepreneur avec ces images.
on the beat. Guito on the beat. Guito on the beat. Guito on the beat.
the beat. Guito on the beat. Guito on the beat. Vous collez ma cité. Faites-le comme ça. Je veux orienter ça devant. Commencez, je veux orienter. Les gars, bon, pourquoi tu as ton téléphone? Ça me fait... Guito on the beat.
Nous voilà, nous sommes de retour sur notre plateau. Marco, est-ce que la mode est un secteur qui peut, assurer la stabilité financière d'une personne? D'une personne? Ouais. Bien sûr. Assurer la stabilité financière. Ici en République démocratique du Congo, je précise, ici dans notre pays. Ah, voilà. Dans notre pays. Ici dans notre pays. Difficilement dans notre pays. Dans notre pays, difficilement, mais en fait, en général dans le monde, je dirais oui. Mais dans notre pays, c'est vrai que c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de soucis, il y a beaucoup de réalités, il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas reliés à notre domaine pour faire qu'aujourd'hui, la personne ne soit que de la mode. Et par contre, dans les autres cieux, c'est vraiment possible de le faire. Et comment entreprendre dans le secteur de la mode? C'est quand même difficile. C'est quand même difficile, comme je parle toujours de l'industrie de la mode, le matériel que nous n'avons pas. Il y a beaucoup de choses que nous manquons pour entreprendre dans notre secteur. La preuve en est que pour s'asseoir en fait dans notre domaine, pour être un bon entrepreneur, il faudrait fréquenter l'extérieur. Le fait de fréquenter l'extérieur, tu peux ramener, avec tes efforts, tu ramènes ce que tu peux. En fait, le machine, en général, les accessoires qui peuvent, et aussi l'intelligence que tu peux acquérir de l'extérieur pour venir maintenant s'asseoir, en fait, pour venir travailler ici. L'objectif de notre émission, c'est d'encourager les personnes aussi qui veulent se lancer dans le monde des affaires, qui veulent entreprendre comme vous dans différents secteurs. Et vous avez quand même un parcours dans le secteur de l'entrepreneuriat. Et nous aimerions que vous partagiez votre expérience étant entrepreneur, votre parcours et les difficultés que Marco a connues pour être le Marco d'aujourd'hui. Et ça, c'est en rubrique aussi de notre émission. Et vous allez regarder la caméra et nous parler un peu de votre expérience étant entrepreneur. Alors, je pense que mon expérience, en fait, moi j'ai vécu une très belle expérience parce que j'ai eu à travailler très jeune dans le secteur de la mode et dans le secteur événementiel. J'ai déjà au départ été infomannequin et je pense que c'est ça qui a fait que je sois lancée. En fait, ce qui a suscité encore en moi mon envie ou mon désir de devenir le styliste modéliste que je suis aujourd'hui. Je suis passé dans le mannequinat, comme je dis toujours, comme un faux mannequin, parce que en fait, je me disais moi-même que je n'avais pas les critères qu'il fallait, mais comme j'ai donné quand même un petit truc, et ce qui faisait que je me retrouvais dans de festivals ou dans de grands défilés de mode, et avec l'expérience des autres, ça fait que je puisse encore agrandir ma connaissance dans la mode et devenir le styliste que je suis. Je n'ai déjà pas étudié la mode, mais j'ai étudié, en fait j'ai appris dans les entreprises de certains amis que j'allais dans leurs ateliers et j'ai appris quand même de langage de la mode chez eux, j'ai appris de notions chez eux. Et puis, je remercie en passant une dame qui a fait de moi aujourd'hui que je sois un événementiel. C'est Madame Mario Mbachula, avec elle je travaillais très jeune, je pense que j'avais 16-17 ans. Et il y avait une entreprise événementielle où je m'occupais des hôtesses. Et je pense que c'était de là que mon expérience a commencé dans l'entrepreneuriat ou dans l'événementiel, parce que c'était quand même une très grande entreprise à l'époque, c'était Mégropolis.
qui recevait vraiment beaucoup de demandes. Et c'est dès là que j'ai appris à travailler, j'ai appris à devenir événementiel, j'ai appris à prendre soin de moi, en fait, à devenir grand. Et j'ai découvert beaucoup de choses dans ce secteur événementiel. Donc les difficultés, c'est seulement que on est dans un pays où il faut vraiment se battre soi-même, où il faut avancer ou évoluer avec ses propres moyens ou ses propres efforts. Et c'est comme ça que je dis toujours, il faut que nos familles nous soutiennent à un moment, parce que quand tu as le soutien de ta famille, tu peux aussi avancer. Alors que quand tu n'as pas les soutiens de ta famille et des gens qui t'entourent, surtout dans le secteur de la mode, c'est très difficile. Alors je suis très content et très heureux d'être l'entrepreneur que je suis aujourd'hui, l'événementiel que je suis aujourd'hui, le styliste que je suis aujourd'hui, le marque fashion que je suis. Et tout ça, je dis, c'est parce que aussi quelque part j'étais fort. Et merci, comme je dis, à Madame Marie qui m'a vraiment forgé, qui m'a appris ce métier. Et voilà. Notre invité vient de partager son expérience avec nous. Et je pense que vous qui êtes à la maison, qui nous suivez, je pense que vous avez pu tirer un plus suite à ce que notre invité vient de partager avec nous. Marco, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Une question qui vient de me venir là maintenant. Est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Ou il y a un critérium pour l'être? Il y a de critères en fait, pour l'être, soit tout le monde. Non, je pense qu'il n'y a pas de critères pour être entrepreneur. Et je pense que tout le monde peut devenir entrepreneur, mais c'est pas tout le monde qui peut aller plus loin. Parce que comme je disais, il faut être fort, il faut avoir un objectif et il faut être bien accompagné et être déjà avoir de soutien aussi. Et ce qui veut dire que tout le monde a le droit de devenir entrepreneur, mais c'est tout le monde qui ne peut pas aller jusqu'au fond parce qu'il n'est peut-être pas soutenu ou il est peut-être il s'est affaibli parce que il n'y a pas le retour de ce qu'il attend. Il n'a pas de soutien et de la famille et du gouvernement et de tout le monde pour l'appuyer. Et du coup, on voit aujourd'hui des entreprises qui n'arrivent plus loin et ça se croule. C'est parce que peut-être il n'y a pas eu de soutien, il n'y a pas eu de l'aide. Et voilà, ça s'est limité quelque part. Donc je pense que tout le monde peut devenir entrepreneur seulement s'il y tient. Et c'est quoi ton message de la fin? Et le message de la fin, c'est j'encourage aujourd'hui tout le monde et surtout l'entrepreneuriat au féminin, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui je sens que les femmes, ils sont vraiment, ils avancent bien, ils évoluent bien dans l'entrepreneuriat féminin. Et pour tout le monde qui veulent aujourd'hui devenir entrepreneur ou qui veulent devenir des chefs d'entreprise, je pense qu'il faut avoir un objectif et savoir ce qu'ils veulent, être fort, tenir et faire très bien son travail. Et comme c'est pas facile, j'encourage vraiment tout ce monde-là qui veut aujourd'hui devenir entrepreneur et ils doivent être forts. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était un réel plaisir de vous recevoir dans notre plateau. Et en tout cas, merci pour votre présence. C'était vraiment un plaisir. C'est comme on dit, la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Comme je l'ai toujours dit, le vêtement sale pour de l'argent propre. Certes, la vie n'est pas facile, mais il ne faut pas baisser les bras. Rendez-vous à notre prochaine vidéo. Au revoir.